Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 12-13. Dans l'actualité de votre région, reconstruire Notre-Dame au plus vite. L'Assemblée nationale entame aujourd'hui l'examen du texte sur la rénovation de l'édifice, pratiquement un mois après l'incendie. Nous verrons que certaines de ces mesures font déjà polémique avec Nicole Bappel. Une chaîne humaine pour protester contre les classes surchargées et la loi Blanquer. Les parents d'élèves se mobilisent à Fontenay-sous-Bois. Reportage à suivre. Et puis Bruno Puzzolé est sur les planches avec les Rital, une pièce inspirée du roman de François Cavana, l'histoire d'un fils d'immigrés italiens qui fait écho à la sienne. Il nous en parle dans ce journal. Une loi d'exception pour accélérer la reconstruction de Notre-Dame. 72% des Français s'y disent opposés, selon un sondage pour France Info et Le Figaro. Et c'est justement aujourd'hui que les députés se penchent sur ce projet censé encadrer la restauration de la cathédrale. Nicole Bappel, quelles sont les principales mesures de ce projet ? Alors la première disposition concerne les donateurs particuliers. Ils auront une réduction fiscale exceptionnelle, 75% jusqu'à 1 000 € de dons. Au-delà, ce sont les 66% habituels. Et ça, c'est valable pour des dons qui seront versés jusqu'à fin décembre 2019. Autre disposition incontournable, c'est la création d'un établissement public pour gérer et le chantier et les fonds. Nous sommes aujourd'hui à 1 milliard d'euros de promesses de dons et la première évaluation du chantier est à peu près à 700 millions d'euros. Il faut ajouter qu'à ce dispositif seront associés la mairie de Paris et le diocèse de Paris. Alors ce qui fait aussi débat, c'est de vouloir mener ces travaux en 5 ans, Nicole. Oui, alors Emmanuel Macron souhaite redonner toute sa flamboyance gothique à Notre-Dame de Paris en 5 ans. Et cela passe par des dérogations aux règles de l'urbanisme et de protection de l'environnement pour accélérer le chantier. Donc déjà, des voix s'élèvent contre ce régime d'exception. Notamment, la France insoumise dénonce un effet politicien. Tout simplement parce que les travaux seraient alors achevés en 2024, c'est-à-dire au moment des JO. Et puis aussi du côté des professionnels du patrimoine, certains experts et certains architectes s'inquiètent des conséquences de ces dérogations. Merci Nicole pour ces précisions. Un autre projet qui fait polémique, la privatisation d'Aéroports de Paris. Ses détracteurs viennent d'obtenir une petite victoire. Le Conseil constitutionnel a donné son feu vert au projet de référendum d'initiative partagée réclamé par des parlementaires début avril. Les explications d'Alexandre Pérou et Hélène Hug. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, les oppositions de tous les bords sont à la fête. C'est un beau succès. Tous se félicitent de la décision du Conseil constitutionnel. Il vient de valider le principe d'un référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Une victoire pour Gilles Carrez des Républicains et pour le communiste Sébastien Jumel. Il s'agit vraiment d'un enjeu stratégique. C'est l'intérêt économique, financier de la collectivité publique, mais surtout, c'est un enjeu stratégique du point de vue de l'environnement et du point de vue de l'aménagement du territoire. C'est un vrai camouflet pour ce gouvernement. C'est une mauvaise nouvelle pour Bruno Le Maire. Et moi, je pense que tous les appétits qui lorgnaient sur Aéroports de Paris seraient bien inspirés de renoncer. L'État a désormais 1 mois pour mettre en place une plateforme en ligne qui doit accueillir plus de 4,7 millions de signatures pour enclencher ce référendum inédit. Le sénateur socialiste Patrick Kanner salue le travail historique des députés. C'est d'ailleurs une innovation totale dans la Ve République et dans la République tout court, puisque les Français vont avoir la parole. Ils vont avoir l'occasion de dire par leur signature, eh bien, nous ne voulons pas privatiser Aéroports de Paris. Le ministère de l'économie est très clair. Aucune décision sur la privatisation ne sera donc prise pendant la procédure. Selon Roland Lescure, la majorité parlementaire dont il fait partie prendra son mal en patience. Quoi qu'il arrive, de toute façon, on attendra l'automne, l'hiver, voire même l'année prochaine pour enclencher quoi que ce soit. Donc d'une certaine manière, on va laisser le processus suivre son cours et on va suivre ça de près, évidemment. Les organisateurs ont maintenant 9 mois pour recueillir l'ensemble des signatures. Dans l'actualité également, une chaîne humaine pour dénoncer les classes surchargées. Les parents d'élèves de Fontenay-sous-Bois se mobilisent. Ils s'inquiètent également de certaines mesures de la loi Blanquer. Sur place, Johan Dorion et Veit Blumluber. Une chaîne humaine pour alerter l'éducation nationale. Pour ces parents d'élèves, la situation dans les écoles de Fontenay-sous-Bois ne fait que se dégrader année après année. Classes surchargées ou supprimées, enseignants débordés, un constat qui devrait même d'après eux s'aggraver avec la loi Blanquer.
On va mettre sous tutelle les écoles primaires, des collèges, qu'on limite de plus en plus la liberté d'expression des enseignants, qu'on a la volonté de recourir de plus en plus à des contractuels dans nos écoles, alors qu'on a déjà des gros problèmes de ressources humaines dans les écoles sur une ville comme Fontenay-sous-Bois aujourd'hui. Depuis février, on va à l'IA, à l'inspection académique, et on essaye de se battre justement pour ne pas avoir cette fermeture de classe. Alors la problématique où on est très en colère, c'est que finalement, nos enfants, c'est que des chiffres. C'est ce qu'on a remarqué à l'IA, c'est des classeurs avec des chiffres et on s'en fout quoi. Voilà. Le maire de Fontenay partage aussi le combat des parents d'élèves. Pour lui, obtenir de bonnes conditions d'accueil pour les enfants à la rentrée prochaine est loin d'être assuré. On résiste parce qu'à Fontenay, on y met beaucoup de moyens. On y met beaucoup de moyens sur le périscolaire, sur la culture à l'école, sur toutes les classes de découverte qu'on vient de rendre gratuits pour près de 600 mômes de notre commune. Mais jusqu'à quand, puisqu'on nous demande de faire plus avec moins en nous supprimant les moyens. Donc on est très inquiets. Les parents d'élèves de Fontenay se mobilisent régulièrement depuis 2 ans. Ils continueront à le faire tant qu'il n'y aura pas plus de moyens alloués à leurs écoles. En bref, un violent incendie hier soir dans un immeuble du 11e arrondissement. De grands dégâts, mais pas de blessés. Au rez-de-chaussée, le cabaret, le réservoir a été dévasté. Des habitants n'ont pas pu regagner leur logement. La transformation d'un territoire autour du canal de l'Ourcq en Seine-Saint-Denis. Après le renouveau de Pantin, c'est Bobigny qui se lance dans un projet de rénovation urbaine de grande ampleur. Les berges du canal, jusqu'ici en friche, vont accueillir de nouveaux lieux de vie d'ici le printemps 2024. Les explications d'Élise Ferret et Gaël Daringos. Ce qui était très important, c'était de connecter le quartier qui se situe là-haut au canal. Donc nous, ce qu'on souhaitait, c'est développer tout un vocabulaire, toute une poésie d'une architecture légère de bord de rives, de canal. Des pontons, des cabanes de plage et des guinguettes, ici, sur les berges du canal de l'Ourcq à Bobigny. Difficile à imaginer aujourd'hui, mais dès le printemps 2024, des architectes ont décidé de réaliser ce rêve. Je rêve que les gens viennent en bateau électrique, je rêve que les gens viennent à pied, en vélo. Je rêve que ce soit la prolongation de la Villette avec une vraie proposition de restauration, une vraie proposition de nouveaux usages destinés vraiment aux gens. C'est un lieu qui se veut entièrement humaniste. Ces friches, au bord du canal, vont laisser place à des bureaux et des logements. Attention, pas question de construire un quartier dortoir de 50 000 m². Des crèches, des hôtels-restaurants, un campus universitaire et des entreprises vont rendre ce lieu de vie attractif. Plus de 700 emplois vont être créés sur place. Un territoire comme le nôtre, 75% des gens qui y habitent travaillent à l'extérieur. 75% qui y travaillent habitent à l'extérieur. Et donc avec un projet de cette nature-là, donc on change les ratios et on permet effectivement l'emploi pour celles et ceux qui vivent sur le territoire. Avec une surface de 5000 m² d'espace vert, le choix du bois pour construire les bâtiments et l'usage d'énergie renouvelable, le quartier tourné vers le canal sera respectueux de l'environnement. Un mot de sport, le PSG handball sacré champion de France pour la 5e année consécutive. Le club parisien a battu Aix-en-Provence hier soir 29-20. Un lot de consolation 4 jours après son élimination en quart de finale de la Ligue des Champions. Et puis cette fois-ci, ça concerne du football. Neymar, l'attaquant vedette du PSG, est suspendu 3 matchs fermes. La Fédération française de football reproche aux joueurs un geste d'humeur contre un supporter après la défaite en finale de Coupe de France. La sanction prend effet à compter du lundi 13 mai, précise la FFF. Le Brésilien pourra donc disputer le match contre Angers samedi. Allez, comme promis, on accueille Bruno Puzelu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement sur scène avec Les Rital, une pièce inspirée du roman de François Cavana. Un livre où il raconte son enfance, l'histoire de son père, immigré italien. Une histoire qui fait écho à la vôtre. Oui, puisque comme les parents de Cavana, les miens, ma maman est française, mon père était italien. J'ai vécu dans un petit village en Normandie. Et puis, je me perçois qu'il y a des points communs parce que mon père est arrivé après-guerre, le père de Cavana est arrivé dans les années 20.
au début plutôt bien accueillis parce qu'il fallait reconstruire la France. Et puis l'étranger, quand il y a un manque de boulot, quand il y a le chômage qui rôde, eh bien tout d'un coup est rejeté. Et ce qui se passe sur scène, c'est François Cavana qui arrive, moi, avec mon copain accordéoniste, Grégory Daltin. Vous jouez plusieurs personnages sur scène. Oui, je joue plusieurs personnages. Je joue à la fois Cavana, mais Cavana adulte, Cavana enfant, la maman de Cavana, les copains de Cavana, la boulangère. En fait, il y a toute une flopée de personnages comme ça. Avant d'aller plus loin, on va regarder justement un extrait des Rital. Un jour, le gouvernement s'avisa que c'était peut-être pas très malin de garder tous ces travailleurs Rital dans un pays qui avait déjà pas assez de travail pour ses propres enfants. Jusque-là, le gouvernement avait supporté parce que les chômeurs étaient tous français. Mais voilà que les chantiers débauchaient à leur tour et que les Rital touchaient l'allocation. Alors ça, c'était plus possible. Les journaux des patrons à un moment expliquaient comme quoi si la France en était arrivée là, c'était rapport aux métèques, qu'ils pourrissaient tout, qu'ils envahissaient tout. Les journaux des patrons à un moment expliquaient comme quoi les Français étaient en pleine décadence, en pleine dégringolade, que d'ailleurs la France se dépeuplait, que tout ça c'était de la faute à l'école laïque, aux Juifs, aux Boches, aux Nègres, aux Rital. Alors les immigrés, ils ont été souvent des boucs émissaires. C'est une souffrance qu'ils avaient du mal à exprimer? Oui, je me rappelle de mon père qui parlait jamais de ça à la maison. Mon père s'appelait Giovanni, par exemple, il se faisait appeler Jean, comme le père de Cavana qui s'appelait Luigi et qui se faisait appeler Louis. Mais alors, les Rital de Cavana, c'est pas non plus seulement ça. C'est un spectacle où les gens rient beaucoup. C'est un spectacle sur l'enfance, sur l'adulte qui revit son enfance. Alors c'est les sorties, les 400 coups dans les rues de Nogent avec les copains, les premières sorties au cinéma, les films comiques, c'est surtout ça. C'est la relation privilégiée d'un petit garçon avec son papa. Et vraiment, je remercie la ville de Nogent d'avoir pu nous inviter à jouer ce spectacle, en particulier Jean-Raphaël Cessa, du cercle Leonardo da Vinci. Comment réagit le public? Eh bien, le public, il y va de sa larme, et puis il y va du rire aussi. Et alors, c'est pas un spectacle pour les Italiens, des gens de toute origine et aussi des Français. C'est aussi la relation, comme je vous dis, d'un petit garçon à son père, quelle que soit l'origine. Et ça, évidemment, ça touche. Ça touche parce que c'est un hommage à tous ces immigrés qui se sont sacrifiés pour offrir une meilleure vie à leurs enfants. Oui, mais pas seulement. Cavana réveille aussi en nous l'enfant qui est tapi. Et aussi l'enfant de famille modeste qui peut dire malgré tout il n'y a pas de destin, c'est pas, tout ça est pas tracé d'avance. Moi, François Cavana, issu d'une famille modeste, un père maçon illettré, une maman qui faisait les ménages, j'avais moyen aussi d'accéder à la culture quand même. Tout n'est pas tracé dans la vie. Grâce à la France. Grâce à la France. Alors vous-même, vous vous êtes construit avec cette double culture. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ce que ça m'a apporté, c'est quand il y a un match de foot, Italie-France, je suis gagnant à tous les coups. Non, qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est une richesse. C'est une richesse de découvrir l'Italie de mon papa, d'être en même temps, d'avoir le cœur qui bat pour la France. C'est que du positif. C'est que du positif, oui. Merci, oui, dans le fond, merci Bruno Puzzuoli. Donc je rappelle que vous serez donc demain à Nogent-sur-Marne et cet été au Festival d'Avignon. Merci à vous de m'avoir accueilli. On reste sur scène avec Miss Univers en meneuse de revue au Paradis Latin. L'Oiseau Paradis, c'est le nouveau spectacle du chorégraphe Kamel Wally. Nouveau défi pour moderniser l'univers du cabaret. Jean-Laurent Serra. Voici Miss Univers transformée en meneuse de revue. Une nouvelle expérience pour Iris propulsée dans l'atmosphère du cabaret.
c'est hyper intime de chanter. Donc on se dévoile vraiment et on se laisse se faire juger aussi par rapport à notre voix, par rapport à ce qu'on sait faire. Et ça, c'est vrai que ça met un peu la pression. Moi, j'avais l'habitude de défiler et de montrer ce que je suis à l'extérieur. Et là, je montre un peu plus qui je suis à l'intérieur. Après 2 mois de formation en danse et en chanson, la Miss est donc devenue l'icône de la nouvelle revue du Paradis Latin. Un spectacle de cabaret plus jeune, plus moderne, qui dépoussière le genre, mais respecte la tradition. De ne pas faire un cancan traditionnel, ça n'est pas possible pour moi dans une revue, parce que ça fait partie des fondamentaux, et ça fait partie de la France, c'est notre histoire. Après, c'est vrai que j'avais quand même envie de faire un cancan techno et voir un cancan sexy. J'aurais pas pu faire une revue traditionnelle parce que déjà, je pense que j'aurais pas été la meilleure personne pour le faire. Pour ancrer le cabaret dans notre époque, le chorégraphe joue sur la nouveauté visuelle, mais également sur le casting. Blondes, rondes, blanches ou noires, les danseuses sont à l'image de la société. Il y a de tout, donc c'est ça qui m'a poussé en tout cas à venir passer le casting d'ici. Avant le show, je me sens enthousiaste et un peu nerveuse, et en plus avec ce costume. Autre nouveauté, dès son arrivée, le public est plongé dans l'atmosphère du cabaret. Il y a 4-5 ans, j'étais venu ici, et ça a totalement changé, et vraiment, ça très beau par rapport à avant. Ah non, ça renouvelle complètement le genre là. On dépoussière le music hall. Non, c'est les nouveaux codes. Construit par Gustave Eiffel, le doyen des cabarets parisiens réussit sa mutation. Des plumes, oui, mais juste ce qu'il faut. C'est ainsi que s'achève cette première partie du 12-13. À suivre la météo et le journal de la rédaction nationale. Ce soir et pour tout le week-end, vous retrouverez Jean-Noël Mirande. Très bel après-midi à tous.